Et bonjour tout le monde et comment ça va? Bienvenue sur ce diaporama, mon histoire, ma famille, mes obstacles. Et oui, parce qu'on en est là. C'est un diaporama qui est consacré à la psychogénéalogie, qui est consacré à la compréhension de notre famille pour, voilà, partir un petit peu à la recherche de ce qui se passe dans cette famille. Et puis c'est surtout pour vous apprendre un petit peu à comment ça marche en fait. Comment est-ce qu'on arrive au travers de notre histoire de famille et simplement de sa compréhension à discerner un petit peu notre propre thématique de famille, notre propre thématique de vie. Donc dans un premier temps, dans ce diaporama, vous allez déjà avoir une petite présentation de mon activité. Oui, ça fait faire aussi un petit peu du bien de se présenter auprès de vous pour vous montrer ce que je peux vous proposer. Nous y abordons en premier lieu des notions de psychogénéalogie. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Un petit peu un thème un peu général. Et après, on partira à la rencontre de ma famille. Vous verrez mes parents, vous verrez mon frère. Vous verrez un petit peu quelques photos qui peuvent être intéressantes. Et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet en abordant des notions de généalogie, en parlant du prénom, en parlant de la famille, de la fratrie. Nous allons également aborder des notions de croyances limitantes, de comment ça s'installe, d'éducation, voilà. Comment est-ce qu'on arrive à avoir des croyances? D'où ça vient? Qui nous les apprend? Qui nous les donne? Comment est-ce qu'on fait pour s'en défaire? Parce qu'on se rend compte quand même que toutes ces croyances et tous ces conditionnements de famille, c'est peut-être ça qui nous empêche de réaliser nos rêves et de réaliser simplement nos objectifs. J'y aborde des notions de développement personnel. Comment on fait pour se dépêtrer un petit peu de tout ça? Et puis voilà, et au fur et à mesure, vous allez piocher quelques renseignements, surtout comprendre en fait le but, bien évidemment de ce diaporama, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'au travers des notions de développement personnel et de psychogénéalogie, on arrive un petit peu à faire le tri dans tout ça et on arrive à se dépêtrer un petit peu de ce gros sac de nœuds qu'on nous donne le jour de notre naissance. J'espère que ce diaporama vous fera plaisir et vous permettra de mettre des mots et des réponses surtout à différentes questions que vous pouvez vous poser sur votre propre parcours. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Alors, je présente un petit peu mon activité. Ah ben c'est un petit peu de publicité quand même, hein. C'est aussi pour ça que c'est très utile ces diaporamas finalement, parce qu'on peut exposer tout ce qu'on veut. Alors déjà, dans un premier temps, on parle d'accompagnement personnalisé. Kezako, accompagnement personnalisé. Eh bien, en fait, quand les personnes viennent à moi, c'est qu'elles ont besoin d'un petit coup de main, c'est qu'elles ont besoin qu'on pose la main sur leur épaule. On a besoin d'éclairage, on a besoin d'être accompagné. Donc, l'accompagnement personnalisé, c'est très généralisé, c'est-à-dire que je suis à vos côtés, je réponds à vos questions, je vous accompagne. J'utilise la psychogénéalogie que j'appelle intuitive parce que j'utilise cette connexion au-dessus de ma tête, ce savoir inné, ce sixième sens que l'on appelle l'intuition. La psychogénéalogie, c'est essentiellement l'activité, on va dire, principale, mais c'est aussi au travers de la psychogénéalogie que nous allons apprendre à vous connaître, à vous situer, à définir votre identité au travers de votre famille. Mon intuition, elle me sert à avoir du discernement, à pouvoir prendre ce fameux recul nécessaire quand on analyse l'histoire de sa famille. Je peux vous garantir que mon intuition, c'est elle qui m'a aidé à discerner les choses, à comprendre qui j'étais, parce que c'est l'une de mes ressources principales. Et puis c'est surtout que c'est une ressource qui est complètement inépuisable. Et je peux vous garantir que tout le monde en a de l'intuition, c'est juste qu'on ne sait pas comment ça marche. Donc le soin par la voie intuitive, qu'est-ce que c'est? Bien en fait, c'est simplement se laisser traverser par les énergies. J'utilise mon intuition comme un espèce de canal qui me permet d'avoir des renseignements et d'avoir surtout ces fameuses vérités qui sont à l'intérieur de nous, puisque votre famille, en fait, moi je la connais pas plus que ça, c'est vous qui avez les réponses. Donc au travers du soin par la voie intuitive et de la psychogénéalogie intuitive, et j'insiste sur le mot intuition, eh bien c'est simplement des ressources et c'est simplement le panel qui me permet de vous accompagner. Et ce sont les outils qui seront à notre disposition pour permettre de comprendre votre histoire, votre famille et votre identité. Donc, si vous pensez que je peux vous aider sur votre parcours et que je peux être cette espèce de station-service sur le bord de la route, parce que c'est l'image que je vois, je me considère un petit peu comme ça. La plupart des personnes qui viennent me voir viennent simplement pour un éclairage. Vous savez, on refait un petit peu la pression des pneus, on refait le plein, un petit coup sur le pare-brise et ça repart. C'est aussi pour ça que je suis là, pour vous aider à avoir de l'éclairage, à réajuster et à apporter cet équilibre dans votre vie de vos énergies masculines et féminines et de vous resituer dans votre histoire.
Et oui, nous parlons bien de mise en avant d'un héritage psychologique et émotionnel qui est transmis de génération en génération. Mais de quelle manière cet héritage est là? Et comment est-ce qu'on peut le percevoir? Au travers de la psychogénéalogie, nous allons apprendre à déterminer l'héritage que nous avons reçu. Nous allons apprendre à le définir, nous allons apprendre à comprendre nos schémas de fonctionnement et nos croyances en lien avec notre éducation. C'est en cela que la psychogénéalogie est importante. Si vous voulez comprendre comment vous fonctionnez, vous devez déjà comprendre ce qu'on vous a transmis. Et la psychogénéalogie, elle est là pour ça. Je le porte bien, le pyjama rouge, non? J'adore cette photo. Cette photo, elle est extraordinaire. Et oui, ce petit bout de machin tout rouge saucissonné dans son pyjama, c'est moi. Alors mon prénom, j'ai eu du mal, beaucoup de mal, pendant de nombreuses années, à accepter ce prénom tellement long à écrire, avec un nom tellement long à écrire. Mes parents n'ont pas pensé qu'à l'école maternelle ou à l'école primaire, j'allais prendre du temps pour écrire mon nom et mon prénom. Ça n'a vraiment pas été sympa. J'avais qu'un rêve, c'était d'avoir un prénom à 3 lettres. Et malheureusement, il en fait un petit peu plus. Alors mon prénom, ça a été quelque chose de compliqué pour moi. C'est un prénom que je déteste par-dessus tout. Et il a fallu attendre de nombreuses années, c'est-à-dire, allez, il y a 3 ans que j'ai enfin compris pourquoi je portais ce prénom-là. Et ce qui était relativement drôle, c'est que pendant de nombreuses années, entre l'école primaire et même ma vie professionnelle, on ne m'a jamais appelé par mon prénom. On m'a toujours donné un autre prénom. Et ça, j'ai trouvé ça surprenant. Donc ce prénom, je l'ai accepté il n'y a maintenant que 3 ans. Allez, on va se le dire comme ça. Alors aujourd'hui, j'en comprends complètement le sens. Quand j'ai compris pourquoi j'étais complètement à l'écart de ma famille, j'ai compris pourquoi je portais ce prénom. Et c'est aujourd'hui avec une très grande fierté que je peux le dire, que j'aime beaucoup ce prénom, parce que finalement, ce prénom, c'est moi qui l'ai choisi. Et on est encore là. Donne-moi ton nom, je te dirai qui tu es. Eh oui. Le nom peut nous en apprendre énormément, comme nous avons pu le voir. On a parlé de ses origines, on a parlé qu'il pouvait venir de loin, qu'il pouvait aussi appartenir à des histoires, à un passé un peu lourd, d'accord? Alors le nom, eh ben, c'est pas pour rien qu'on a celui qu'on porte. Et en plus d'avoir la mémoire de l'histoire familiale, à nous aussi, nous avons un petit peu notre part de responsabilité. Alors, le nom, il peut avoir aussi différentes options comme on peut, je vais y arriver, le remarquer. L'erreur d'état civil, celle-là, elle est pas mal. Vous savez, on a tous dans notre entourage cette histoire de, voilà, quand on va à l'état civil, on se trompe d'une lettre. Je dis pas que les gens qui travaillent dans l'état civil sont tous des gens qui font beaucoup de fautes d'orthographe. C'est pas du tout ça. Mais ça peut arriver. On peut aussi avoir quelqu'un qui a comme nom de famille j'allais dire un Bertrand. Un prénom? Et alors? Hein? Jean-Louis Bertrand, par exemple. Ça peut peut-être dire quelque chose.
Et oui, parce que ça, c'est aussi très ancien. Parce que, vous savez, il y a des pays comme l'Indonésie, par exemple. Ils ont pas de nom de famille, ces gens-là. Un Indonésien, quand il vient en France, comment il fait? Eh ben, on lui trouve un nom. Parce qu'il n'en a pas. Ensuite, ça peut être aussi dû à un changement de nom brutal. Ouh là là, vite, il faut vite quitter ce pays. On est recherché par toutes les polices du monde, Interpol, on change de nom. Et oui, pendant la guerre, il s'en est passé tellement de choses qu'il y a des gens qui ont changé d'identité, ne serait-ce que d'une lettre. Vous savez, tous ces gens qui ont vécu en Italie, qui sont venus en France pour se cacher à cause du fascisme, qui ont fait des trucs pas clairs. Eh bien, il y en a, pour éviter de se faire reconnaître, ils ont réussi à changer leur nom d'une lettre. Mais quand on change l'intensité de son nom, ne serait-ce que par une lettre, ne serait-ce que par une façon de prononcer, eh ben, ça change énormément de choses. Ça change la vibration et ça peut changer l'être dans son entièreté. On a aussi le nom marital. Et oui, mesdames, quand on se marie, vous savez, on perd notre nom de jeune fille. Oh, ça, le nom de jeune fille. C'est pas mal, hein? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pour ça que c'est bien aussi de garder votre nom, mesdames. Mais si vous allez voir, de plus en plus, ça se voit, les jeunes mamans donnent leur nom de famille à leur bébé ou gardent leur nom. Alors, j'aimerais quand même connaître, pour celles et ceux qui veulent m'expliquer pourquoi est-ce que vous rajoutez votre nom, juste pour savoir pourquoi, par rapport à hier, il y a une différence. Et oui, ça peut aussi faire quelque chose. Le changement parce qu'on a été adopté. Eh bien oui. On a une forme de déracinement. Quand on a été adopté, ça veut dire qu'on perd une partie de nos racines, on perd une partie d'appartenance à notre clan, tout comme le nom marital. Quand une femme change de nom pour prendre celui de son mari, il faut s'imaginer qu'elle sort de son clan pour aller dans un autre. Voilà où on en est. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur le nom. Et le prénom alors, il n'a pas des choses à nous raconter? Oh que si! Le prénom, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais à l'école primaire, ma prof de CM2, je crois qu'elle ne pouvait pas trop me voir en peinture, comme on dit. Eh bien, en fait, elle avait toujours cette fâcheuse tendance de m'appeler Géraldine. Elle m'appelait toujours Géraldine. Parce que Géraldine, c'était la tête de la classe. Et moi, j'étais pas devant. J'étais un peu plus au fond. Du coup, j'étais pas très douée. Ce qui fait que je pense qu'elle voulait tellement que je réussisse, j'espère en tout cas que c'est la raison, elle m'appelait souvent Géraldine. Quand j'ai intégré ce fameux corps de métier des travaux publics, n'est-ce pas? Je me suis retrouvée au milieu de tous ces hommes, et ben certains m'ont appelée Géraldine. Oh les gars, regardez, il y a une Géraldine qui arrive. J'ai trouvé ça curieux. Que ce prénom qui n'est pas très glorieux, ma foi. Faudrait d'ailleurs que je regarde qu'est-ce que ça veut dire. M'a suivi pendant de nombreuses années. Car le prénom peut en dire énormément sur nous. Pourquoi? Parce que le prénom, jeunes gens, dites-vous bien que c'est vous qui le choisissez. Vos parents, que nenni. C'est vous qui donnez le prénom à vos parents, le susurrant à l'oreille de maman. Ah oui, très souvent c'est comme ça que ça se passe. Alors il n'est jamais le fruit du hasard, bien évidemment que non, il n'est pas le fruit du hasard. Il peut tout aussi bien véhiculer la mémoire d'un ancêtre. Ouais, vous pouvez avoir dans vos noms ou dans vos deuxième ou troisième prénoms le prénom d'un ancêtre. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que vous êtes relié à lui, qu'il veut vous dire quelque chose ou que vous avez une mission avec lui. Ça peut être aussi le prénom caché d'un grand amour de papa ou maman. Ça peut exister aussi. Et c'est sans jugement, et alors, c'est simplement pour ne pas oublier. Après, il faut pas inverser les rôles, par contre. Vous pouvez avoir aussi le prénom, ah oui, ça se faisait beaucoup à l'époque, d'un enfant qui a disparu. Il arrivait souvent, autrefois, que dans les anciennes familles, ça se fait, je pense, un petit peu moins maintenant, que un enfant mourait, et un mois après, un enfant, bien sûr, était conçu, et une fois que cet enfant naissait, récupérer le prénom qui était prévu pour celui qui est décédé juste avant. Alors, c'était pas terrible parce que très souvent on disait que, et on dit très souvent que cet enfant qui naît avec le prénom de celui qui est mort avant lui porte la charge émotionnelle de ce deuil. Voilà. Et très souvent, ce sont des gens en fait qui sont un petit peu dans l'ombre et qui ont toujours un petit peu cet air un peu déprimé. Ça peut être ça. Et puis il y a aussi ce truc de l'hommage à la célébrité. Oui, Johnny Hallyday, tout ça. Mais aussi, pourquoi on me parle d'Annie Cordy? Je sais pas. Et mais ça peut être un petit peu gênant quand on est sur des événements comme les attentats, par exemple.
J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'appellent Charlie. Mesdames et messieurs, auriez-vous eu l'idée, au travers de ce prénom Charlie, de rendre un hommage quelconque à cet attentat, Charlie Hebdo, hein? J'espère pas, parce que c'est pas terrible. C'est son jugement, bien sûr, ma foi. Charlie, c'est un très beau prénom. C'était juste un exemple. Et je n'échange que de l'expérience, hein. Il n'y a pas de jugement dans tout ça. Tout ça pour vous dire que le prénom peut nous en dire énormément. Alors, n'allez pas forcément que sur des sites internet pour trouver l'étymologie du prénom. Si vous voulez en savoir un peu plus en profondeur, il existe des livres qui sont faits en papier et qui sont vraiment de ressources incroyables sur les prénoms avec un discernement de ouf. Si vous avez besoin de références, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et oui, on a changé de décor parce que le temps passe. Le temps passe et j'ai laissé passer quelques jours parce que je ne peux pas tout faire d'un coup. Alors, j'ai mes notes et on en est à la famille. Vous avez vu cette photo? Ah oui, oui, oui. Ce sont mes parents. Voilà, je vous avais prévenu qu'il allait y avoir de la photo. Donc bon, voilà, on se permet, hein, on n'a pas le choix quand on parle un petit peu, quand on prend sa vie comme exemple, on est obligé de divulguer certaines photos. Alors, on va pas tout divulguer, mais celles-là, en plus, ce sont de très belles photos, on peut quand même se le dire. Oui, j'ai toujours des problèmes de cheveux kiki. Alors, vous voyez donc sur cette photo mon père, très jeune, la vingtaine, maçon, voilà. Non, Angélique, peintre en bâtiment. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas parce qu'il est portugais qu'il est maçon, mais oui, peintre en bâtiment. Et à côté sa jeune épouse, n'est-ce pas? Voilà, Josépha, ma maman. Et ce petit truc au milieu, c'est mon frère, mon grand frère. Elle est extraordinaire cette photo, moi je la trouve sublime, ce bleu partout là, je trouve, voilà. C'est un garçon, comme vous l'aurez deviné. Voilà. L'accouchement, c'était un petit peu compliqué, mais bon. Là, sur celle-là, ils sont tous les trois. Moi, je suis pas encore là, parce que je suis pas encore là, hein. Moi, je suis autour, quelque part, peut-être, dans la sphère énergétique. Exactement. Donc, comme vous pouvez le constater, on va parler un petit peu de la famille, on va continuer un petit peu, et on va aller un petit peu en profondeur sur la fratrie, sur les croyances et les conditionnements. C'est parti. Donc la famille, les amis, c'est composé de différents membres au niveau des enfants. Parce que là, mon clan, ma tribu, on va parler des enfants, de la position des enfants. Et oui, c'est pas pour rien. Et alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a choisi un aîné, un cadet, un benjamin, si... C'est vrai, ça a du sens si ça veut dire quelque chose, c'est que ça a du sens. Donc l'aîné, eh bien, comme son nom l'indique, mon petit bonhomme, c'est que t'es né en premier. Alors l'aîné, il y a quand même des responsabilités celui-ci. Alors, dans les grandes lignes, normalement, quand on regarde bien, et je vous invite à observer chez vous comment ça se passe, est-ce que c'est l'aîné qui parle le premier de la famille? Mauvaise réponse. Non, très souvent l'aîné, il est là pour veiller au grain. On est en train de me montrer quelqu'un qui remet du bois dans le foyer. Un petit peu comme si c'était lui qui prenait soin de papa, maman, qui allait un petit peu avoir cette charge de prendre soin des grands, des aînés. On prend soin de nos aînés, c'est pour ça que l'aîné est là, quelque part. Alors certains me diront, Angélique, c'est pas vrai, moi je suis deuxième, je prends plus soin de ma famille que mon aîné. Bon, ça dépend de la position, de comment vous vous ressentez, mais le premier-né, c'est celui qui est né le premier. Le cadet. Vous avez vu un peu la signification de ce mot cadet. J'aime beaucoup. Ça vient du gascon, le cadet, qui veut dire chef ou capitaine. À vos ordres, mon lieutenant, n'est-ce pas? Et le terme de puiné, c'est celui qui est né après. D'accord? On fait référence aussi à l'aîné avec son petit accent circonflexe sur son petit chapeau sur le dessus. D'accord? Donc le cadet, c'est le deuxième. Donc Bibi, c'est la cadette. Moi, je suis deuxième parce qu'on n'a pas été plus loin dans la famille. Deux, on est pas mal. On est resté sur la base du couple. Deux, on est pas mal. Ok? Le troisième, Benjamin. Benjamin, le troisième. Ou le 13e. Et oui, et dernier, ce cher Jacob. Ce cher Jacob, alors, hein, si on l'avait su. Ce qui signifie dans l'inconscient que l'on ne veut plus d'enfants après celui-là.
Alors, si vous avez appelé votre fils Benjamin, peut-être que vous envoyez un message fort à l'extérieur en disant, ben non, moi j'en veux pas d'autres. Et si c'est le seul fils de la famille qui s'appelle Benjamin et qu'il y en a qu'un, ben c'est qu'on n'en veut pas d'autres, voilà. Mais en tout cas, le troisième, c'est le Benjamin. Ok? Donc on va continuer un petit peu, on va avancer un petit peu dans la famille, hein. On va avancer un petit peu dans l'historique, dans tout ça, et on va arriver aussi un petit peu sur moi. Alors, si on continue un petit peu par rapport à mon clan et à ma tribu, la photo que vous voyez, en fait, cette photo, c'est mon grand-père avec ses enfants. Et ma maman, c'est le petit bébé avec la tchounk. Et donc mon grand-père, avec la belle posture de tête, fin, pas mal hein, quand même, hein, avec ses enfants. Et puis sa petite nièce, je crois, sur la gauche, avec les cheveux très noirs, me semble-t-il. Donc, on parle des fausses couches, des avortements, des décès de fœtus. Alors, ils comptent pour une place dans la lignée, c'est-à-dire que quand ils sont conscientisés, bien sûr. Donc, le premier-né, le fils ou la fille aînée, dépendra du papa, le deuxième de la maman et le troisième des deux. Ok ? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier-né va hériter de tous les souvenirs, aussi bien sur le plan émotionnel que sur le plan du caractère de son papa. Le deuxième de la maman, donc héritage émotionnel, héritage de la famille, ça peut être les maladies, ça peut être les fardeaux non conscientisés que maman va lui transmettre. Et le troisième dépendra de ses deux parents, de papa et de maman. Le quatrième de papa, le cinquième de maman et le sixième des deux, et on recommence. Ok ? Mais il ne faut pas oublier les fausses couches. Eh oui, parce que des fois, il y a certains qui s'imaginent qu'ils sont fils ou filles aînées, mais en fait, ils sont deuxièmes, parce que juste avant eux, il y en a eu un dont on a tu la présence. Eh oui, et ça c'est grave. Excusez-moi du peu. Mais pour moi, de ce que je perçois, c'est que à partir du moment où la petite graine, elle y est, elle y est. Et si la petite graine est partie à un moment donné, si le fœtus n'a pas pu aller au bout pour X raisons, à partir du moment où il y était, pour moi, il y était. Les médecins diront, tant que le cœur ne bat pas, ce n'est pas grave. Chacun y va de sa conscience, les amis. Mais c'est pour vous dire que c'est important. Vous ne pouvez pas demander à un enfant qui est deuxième, si il a cru toute sa vie qu'il était premier, de devenir un aîné. Pourquoi? Parce que l'aîné n'a pas le même caractère et n'a pas la même façon de percevoir les choses que le deuxième. Et il y a beaucoup de gens, je remarque aussi, qui sont par exemple dans la deuxième position, à qui on demande la responsabilité d'être un aîné, donc de prendre des responsabilités, de montrer l'exemple, de s'affirmer, mais ils ne peuvent pas puisqu'ils sont deuxièmes. Et quand on est deuxième, on ne peut pas nous demander de porter du 40 si on fait du 37, on va perdre la chaussure, si je puis dire, c'est l'image que je vois. Donc, faites très attention à cela. Et cela peut aussi vous expliquer un petit peu, si vous êtes dans ce cas de figure, peut-être un petit peu ce qu'on vous a toujours demandé toute votre vie, qui ne correspond pas avec ce que vous êtes aujourd'hui, par exemple, voyez. Soyez vigilants parce que c'est très important. La place dans la lignée est très importante. S'il y a quelqu'un qui a disparu avant ou après vous, qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a un problème de place, redonnez, je vois l'image de la chaise musicale, redonner à chacun sa place, ça peut être une bonne solution pour comprendre aussi beaucoup de choses. Voilà. Regardez-le, celui-ci. Il est mignon, hein? Eh oui, c'est le dauphin. Héritier de la famille, celui qui porte le nom, c'est le premier-né. Yannick, c'est mon grand frère. Alors lui, ce petit bonhomme, il est né le 2 novembre, le lendemain de la fête des morts. Il est né le jour de la grève des médecins. Et il est né par forceps. Ouf. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas de bol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme son nom l'indique, je n'ai pas le choix. Quand il est arrivé par forceps, ça veut dire qu'on a été le chercher. Ça veut dire que, non, je veux pas y aller. Il voulait pas venir, le petit poussinou. Et puis en plus, il est né le jour où il y avait personne. La grève des médecins. Il y a personne pour prendre soin de toi, mon bonhomme. Oh. Et j'ai des souvenirs que quand on était gamin, à chaque fois qu'il faisait des anniversaires, eh ben devinez quoi?
il y avait personne. Ouais. C'est pas facile, hein. Donc c'est pas facile. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui qui est très très bien, très gentil, très dévoué à son travail, énormément dévoué à son travail, qui travaille énormément. Voilà. Donc voilà, c'est mon grand frère, c'est Yannick. Alors oui, j'aime dormir, comme sur la photo. Ah ouais. Quand j'étais petite, je dormais énormément. Vous avez vu un peu ce pyjama? Pas tant mal. Donc moi, je suis la cadette de la lignée. Moi, je suis la petite sœur, je suis la deuxième. Je suis arrivée conçue trop tôt. Conçue trop tôt, eh oui. La petite Angélique, elle est arrivée 3 mois... Elle a été conçue, pardon. Ouh là là, pas attention à ce qu'on dit. Elle a été conçue 3 mois après l'arrivée de son frère. Ouais. Ça fait tôt, hein, ça fait tôt. Voilà, alors, comme j'ai un petit peu inscrit, je suis arrivée un petit peu rapidement. Alors, l'accouchement en soi s'est très bien passé, à peu de choses près. Mais ma maman a fait une hémorragie. Ouh là là, parce que moi, je suis arrivée avec tout un tas de trucs, je crois. Voilà, donc ça a déclenché des petites choses, ça a pas été facile. Mais le médecin a dit à mon papa, on va essayer de sauver les deux. Il est gentil, hein. Voilà. Donc, les cheveux très très noirs. Je suis arrivée assez tôt. Conçue surtout assez tôt, hein. C'est très important, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Dans ma famille, ma grand-mère a eu 11 enfants. Voilà, ma grand-mère maternelle. Elle qui voulait rentrer dans les ordres, voilà, elle a rencontré mon grand-père et c'était l'amour. Et ils ont eu 11 enfants. Donc, je suis arrivée un petit peu vite, mais ça s'est arrêté là, puisque mes parents ont décidé de pas aller plus loin, et c'est ok. Donc voilà, c'est Bibi. Alors, la conception, les amis, et oui, c'est important quand même, hein, si je peux vous garantir. On n'a pas tous le même destin sur la manière avec laquelle on est conçu. Hein. Ça, pour moi, je reste convaincue. Donc, on a différentes sortes de conceptions. Bien évidemment, c'est logique. Hein. Il y a des enfants qui ont été conçus dans un amour, mais dans un amour plus qu'inconditionnel. Qui, voilà, les parents se rencontrent, c'est l'amour fou, et ce petit arrive, parce que ce petit choisit ses parents, il choisit sa famille, comme le dit la chanson. Et il y a aussi toutes ces conceptions, bien évidemment, assistées, qui permet à différents couples de tout bord, de tout genre, d'être parents, ce qui est merveilleux. Et il y a aussi toutes ces conceptions violentes, sous forme d'agression, voilà, qui sont pas terribles, hein, tout ce qui est les viols, et tout ce qui est les viols, hein, voilà, tout ce genre de conception un peu compliquée. Donc assisté, naturel, et puis sur le retour de couche, on s'en rend pas compte, on arrive à un bon nez, voilà, et puis pouf, le coup, cartouche est parti. Voilà. Donc ça c'est important, hein. C'est-à-dire que il y a une expérience à vivre aussi bien pour le bébé, mais aussi pour ses parents, parce que quand ce petit enfant décide d'arriver comme ça et de se dire là-haut dans sa sphère, si on parle du point de vue de l'âme, quand l'âme se dit ben voilà, moi je vais arriver dans cette famille, je vais arriver trop tôt ou je vais arriver d'une certaine manière un peu particulière, mais je peux aussi arriver de manière tout à fait normale et naturelle et dans l'amour, et les circonstances ne seront pas les mêmes, et déjà le point de départ et l'intention est déjà donnée. Rien qu'au travers de ça. Ce qui est important aussi, c'est la réaction de l'entourage, entre ceux qui vont faire quoi? Encore? Et entre ceux qui vont être là, dis donc, dans le monde dans lequel on vit, c'est tellement génial d'avoir des gosses. Et puis entre ceux qui vont être enfin, depuis le temps que l'on attend, hein, il n'y a pas trop de responsabilité sur les épaules, non, à peine. Voilà, et puis il y a aussi les gens qui sont simplement heureux, tout court, d'avoir des petits-enfants, d'avoir un frère, une sœur qui ont des enfants, des amis. Voilà, il n'y a pas que ceux qui râlent et qui sont pas contents et qui disent mais tu te rends pas compte, le monde dans lequel on vit, c'est tellement compliqué d'avoir des enfants aujourd'hui, comment on va les nourrir, et comment ci, et comment là, mais ouh même si j'avoue qu'on vit dans un monde de cinglés, on peut aussi encore admettre que la naissance, la conception, c'est quelque chose de merveilleux, parce que faut pas oublier quand même qu'à la base, en tant que femme, on arrive à mettre au monde un autre être humain, mais c'est pas donné à tout le monde quand même. Je trouve que c'est quand même voilà. Donc de la conception au grand jour. Donc dites-vous bien que ça a du sens. Donc faites attention à la réaction que vous avez, parce que
Autant le bébé, il est dans sa sphère énergétique dans le ventre de maman, il est protégé par l'amour inconditionnel de son guide et par tout ce qui se passe. Donc lui, il va pas trop avoir les effets, mais maman, elle va prendre tout ce stress, elle va prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et voilà, ça risquerait, la réaction de maman risquerait d'être un petit peu compliquée. Donc soyez vigilants. Si jamais on vous annonce une grossesse et que ça vous plaît pas, gardez-le pour vous. Et si jamais vous êtes super heureux, exprimez-le, parce que c'est aussi important pour maman qu'elle soit très très bien entourée, car ça a beaucoup d'importance pour la suite. Alors n'allez pas croire que le jour de la naissance, voilà, on peut... voilà, on arrive, quelle que soit la manière avec laquelle on arrive, si on accouche sur le bord de la route, si on accouche, je sais pas moi, d'une telle manière ou d'une telle manière, dites-vous bien que ça a de l'importance, hein, ça, je vais vous garantir, ça a de l'importance sur différentes choses, hein. Pour ma part, ayant eu un petit garçon il y a maintenant 6 ans, je peux aujourd'hui le dire ouvertement, on m'a volé ma grossesse. Du moins, on m'a volé mon accouchement. Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas du tout passé comme c'était écrit sur la notice. Et puis de toute manière, les choses se sont passées d'une telle manière parce que ça devait probablement se passer comme ça pour la suite. Mais c'est vrai que ne soyez pas étonnés si les choses ne se passent pas comme on vous le dit, comme on vous le note, parce que on est vraiment dans une société aujourd'hui où on vous met des affiches et des panneaux partout pour aller à droite ou à gauche pour savoir comment on fait. Voilà. Les choses se passent ainsi, c'est comme ça. Mais tout ça pour vous dire que la naissance a une importance. La manière avec laquelle ça se passe, le scénario, tout ça, la façon avec laquelle le bébé arrive. S'il arrive, voix basse, s'il arrive, les épaules en avant, les fesses en avant, la tête en arrière, machin truc, ça veut dire quelque chose. Pourquoi? Parce que ce petit bonhomme, quand il est dans le ventre de maman, eh bien voilà, on est encore sur cette âme qui s'est incarnée dans le ventre de ce bébé. Elle a mis un certain temps pour venir. Le bébé, quand il est dans le ventre de maman, il y a une forme de grosse protection. Il a l'amour de son guide. Si on veut aller sur une sphère plus spirituelle et comprendre le sens de cet accouchement au travers de la sphère spirituelle, moi je trouve que c'est la meilleure manière de le comprendre. Ces petits bébés qui arrivent avec le cordon autour du cou, voilà, l'âme n'a pas eu envie d'arriver, a préféré faire demi-tour devant la ligne d'arrivée. Son guide a arrêté la négociation et a réussi à négocier avec lui de s'incarner parce que c'est important. Voilà, tous ces enfants nés par césarienne, pourquoi certains naissent comme ça, pourquoi certains naissent par voie basse. Donc au travers de ce que vous pouvez voir sur ce diaporama, ce ne sont que quelques pistes qui pourront vous permettre un petit peu peut-être de vous dire « Ah oui, mais d'accord, là, peut-être, là, ça me parle, moi, je m'y retrouve dans ce truc-là. » On prend l'exemple de la première, si ma posture dans le ventre de ma mère était mauvaise, par exemple, ça a du sens. Une naissance difficile et douloureuse, être constamment dans une vie de sacrifice. Regardez un petit peu comment vous fonctionnez aujourd'hui. Demandez à votre maman comment s'est passé l'accouchement, c'est important, ou à vos parents. Si je suis née prématurément, alors généralement, les gens qui sont prématurés, ce sont de très grands impatients, n'est-ce pas? Le sentiment de ne jamais se sentir complet, le sentiment de solitude, bien évidemment, c'est relié au fait d'avoir été séparé de maman, parce que ça, c'est pareil. Les bébés qui, malheureusement, pour leur survie, on les sépare de leur maman pour les mettre dans une couveuse pour leur bien-être, c'est ok. Mais c'est vrai que toute cette charge, toute cette absence, malheureusement, devient une charge émotionnelle sur le long terme. Donc avec ce sentiment d'abandon, le sentiment de ne pas être chez soi, et puis en fait on les sort tellement rapidement de cette maison qui est leur ventre. Si on met le quota de 9 mois, c'est pas pour rien. Alors c'est vrai qu'il y en a pour leur survie, on est obligé de les sortir un petit peu plus tôt, c'est tout à fait normal. Ok? Donc voilà, le jour de la naissance, il y a des choses qui se passent. C'est important de les considérer parce que ça a du sens pour la suite du parcours et ça permet aussi à chacun d'entre vous de comprendre une partie de soi, tout simplement. Alors si on continue sur ce terrain-là, oui, si je suis née en retard, qu'est-ce que ça veut dire? Que toute ma vie, je vais courir après le temps? Et oui, le désir de l'enfant comme de la maman de garder la fusion maternelle. Ces enfants qui arrivent au-delà du terme. Alors, on peut dire que les médecins se sont plantés. Complètement, moi je me souviens. Mon fils, ils m'ont dit, madame, fin avril, il sera là. Vous inquiétez pas, 2,8 kg, il n'y a pas de problème. T'as raison, 19 mai, 3,950 kg. Là. Alors c'est un petit enfant qui aujourd'hui est très fusionnel avec sa maman. Ah oui, on est très en fusion. Il peut avoir de la difficulté à être un petit peu ponctuel aussi, celui-ci. C'est vrai que Maxou, il aime bien prendre son temps, lui.
Alors, c'est vrai qu'il y a un problème avec le temps. C'est vrai que maintenant, quand j'y pense, et c'est pas facile, hein. C'est vrai que on aime bien vivre dans le moment présent quand on est comme ça. Ok? Mais il y a aussi les naissances qui sont provoquées. On n'est pas prêt à venir au monde, hein. Non, 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 non. Moi, j'ai pas envie de venir au monde. Le sentiment de frustration, de ne pas se sentir prêt, mais pour tout. D'accord? Les peurs ressenties, la naissance par césarienne, la coupure brutale, le besoin que quelqu'un d'autre décide pour moi, ou l'inverse, je ne supporte pas que l'on décide à ma place. Voilà à peu près quelques exemples, hein. Ce sont des exemples simplement de de ce que ça peut représenter si on souhaite donner une définition ou si on souhaite interpréter ce qui s'est passé. Vous pouvez au travers de ces petites explications comprendre et peut-être trouver des réponses. Alors avançons les amis, mes racines. Nos racines sont importantes. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui qu'elles sont importantes. Si vous êtes comme moi, dans le même cas de figure de parents à double nationalité, et encore, ma mère est française, mais de souche espagnole. Mon papa est portugais. Oui, il est arrivé en France, je crois, une dizaine d'années, quelque chose près, hein. Mon grand-père était venu à l'époque en France pour reconstruire ce beau pays. Il fait partie de cette vague de travailleurs, de vrais travailleurs, hein, qui étaient là pour reconstruire ce lumineux pays. Voilà, qui a eu des petits soucis quand même à un moment donné dans l'histoire. Et donc mon grand-père, lui, venait d'un petit village. Je vais probablement me tromper quand je vais donner le nom. Je m'en excuse à toute la communauté portugaise. Je sais pas si ça s'appelait pas Peço d'Aregua, quelque chose dans ce goût-là. Hein. Alors, je n'y suis jamais allée. Nous n'avons jamais été au Portugal avec mon père. Il n'y est jamais retourné. Quand il est arrivé en France, il est arrivé en France. Voilà. Donc une dizaine d'années, il savait pas parler français, donc obligé de retourner à l'école et d'apprendre le français à 10 ans. Le matin on va à l'école, l'après-midi on va aider papa à construire la maison. Voilà. Mes grands-parents sont arrivés, mon grand-père est arrivé en premier pour commencer à travailler, a fait venir sa famille en deuxième, un petit peu après, d'accord, avec sa femme et ses enfants. Donc ils ont vécu dans quand même une très très grande précarité au départ. Mais ce sont toujours des gens qui, je pense, même dans leur pays d'origine, ont vécu la précarité, n'en ont jamais vraiment parlé. J'ai des souvenirs d'avoir parlé de cette histoire ou du Portugal avec mon grand-père quand il était encore de ce monde. Et ça a été, je sentais que voilà, que ça avait l'air d'être une vie compliquée là-bas. Ils n'ont jamais voulu revenir en arrière. Et donc ma maman, Josefa, française, oui, mais de souche espagnole. Mes grands-parents sont de Séville, je crois que c'est ça, et du coup ont vécu toute une grande partie de leur vie, même ma grand-mère a vécu de 1932 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc du coup a grandi un petit peu aussi, a vécu sous le régime franquiste. Très grande importance dans l'histoire de notre famille, parce que, étant deuxième, je suis bien évidemment dépendante, ou du moins héritière, plutôt que dépendante, héritière de la lignée féminine. Et donc, je suis très attachée à ma grand-mère maternelle. Et en fait, en fouillant l'histoire familiale, je me suis rendu compte que tout l'héritage que m'a donné ma grand-mère maternelle au travers de l'éducation qu'elle a reçue, notamment en matière de positionnement féminin, faisait que, c'était là mon gros dossier, ma thèse à travailler, à bosser. C'était essentiellement sur la lignée féminine et sur l'histoire que ma grand-mère a vécue par l'éducation qu'elle a reçue au travers de ce régime très totalitaire franquiste, n'est-ce pas, dont nous allons parler un petit peu plus loin. Mais tout part de là, et donc j'ai eu 2 nationalités, 2 parents à double nationalité, ce qui a rajouté encore un petit peu plus de choses, mais qui en fait un superbe mélange, parce que j'aime beaucoup ces 2 pays que j'aime énormément, que j'ai visités. Et je suis très fière aujourd'hui de vous pouvoir le dire, d'avoir mes parents à 2 nationalités, parce qu'ils ont des qualités incroyables, de très grande générosité,
Ce sont des personnes très généreuses et ce sont des personnes qui travaillent énormément et qui ont toujours su faire pour nous apporter tout ce dont on avait besoin quand on était enfant. Et je peux le dire aujourd'hui que j'ai eu une très belle enfance et une très belle vie quand même auprès d'eux. Alors si on parle de ces familles qui émigrent pour venir dans un autre pays, alors c'est suivant les périodes. Aujourd'hui, on parlerait de toute cette immigration climatique, voilà, ou de toutes ces personnes qui viennent du sud, notamment des pays africains et qui viennent dans nos pays européens pour soi-disant trouver du travail, pour essayer de s'en sortir, essayer de trouver du travail, parce que chez eux, il y a une vie qui est très très compliquée. Les intentions ne sont pas les mêmes. À l'époque où mes grands-parents sont venus en France, il y avait une histoire de reconstruction. Ils ont fait partie de toute cette vague de populace, aussi bien des pays de l'Est comme des Polonais qui, eux, de toute façon, les Polonais, ils étaient là déjà avant les années, au début de 1900, ils étaient déjà là, les mecs, pour travailler dans les mines dans le Nord. Mais voilà, c'est toutes ces populations qui sont arrivées pour aider à la reconstruction du pays, et aussi ces populations qui, notamment, et on en parlera après, mais du côté de mes grands-parents maternels, qui eux sont venus pour échapper à autre chose. Donc là, si on part sur la famille de mon grand-père paternel, donc de nationalité portugaise, essentiellement c'était pour venir trouver du travail en France, pour avoir une autre qualité de vie. Très souvent, l'homme vient seul, avec un groupe d'hommes, pour travailler en France, essaye de survivre, on va dire, dans des conditions très particulières. Ce sont des gens qui ont travaillé à la construction d'énormément de monuments en France, même des stades, et qui ont vécu dans des conditions de vie quand même assez compliquées. Mon grand-père m'a raconté qu'il vivait, il dormait dans les cabanes de chantier. Voilà, très souvent ce sont des hommes avec des familles nombreuses, le mari fait venir sa femme et ses enfants une fois qu'il est installé, une fois qu'il y a de quoi subvenir aux besoins de la famille et permettre un début de reconstruction dans ce pays. Les enfants sont scolarisés, du moins, voilà, on essaye d'intégrer les gens. Mais à l'époque, je pense, c'est une émigration qui est vue. J'ai des souvenirs de mon grand-père qui me racontait c'était quelque chose qui était à la fois bien vu par certaines communautés et mal vu par d'autres, dans le sens où vous venez nous prendre notre travail, dans le sens où il y en a marre de voir ces gens-là. Mais voilà, c'est une main-d'œuvre qui est relativement utile, qui a été utile au pays pendant de nombreuses années et qui a quand même permis la reconstruction d'énormément de choses dans notre pays au lendemain de la guerre. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Et du côté de ma maman, donc du côté de la sphère espagnole, c'est tout autre chose. Contrairement aux Portugais qui, eux, étaient essentiellement venus en France pour le travail, ce qui est important, c'est quand même une manne, je tiens quand même à le rappeler, gardez-vous ça en esprit, à la base, on est venu pour travailler, pour gagner de l'argent. Tac. C'est ça qui a été, c'est un petit peu l'intention qui a été transmise un petit peu par mon grand-père et par toute cette volonté inconsciente, d'accord? Et du côté de mes grands-parents maternels, du côté de ma maman, on est venu pour toute autre chose. Parce que pourquoi? Mes grands-parents ont vécu sous le régime franquiste, comme je vous ai dit tout à l'heure, et donc il fallait fuir ce pays qui était sous le joug de la dictature, d'accord? Donc mon grand-père est venu essentiellement pour fuir, parce que il faisait aussi partie, je crois bien qu'il travaillait, bon, il était ouvrier agricole, je crois, mais du moins il faisait partie de cette classe ouvrière, mais il était aussi, il y avait une notion d'intermittent du spectacle. Des gens dans sa famille étaient un peu dans ce truc-là, et ça c'était pas très bien vu par notre ami le Caduce, ou je sais pas comment il s'appelait, Franco, n'est-ce pas? Et donc voilà, faisait partie de cette famille nombreuse de classe ouvrière. Donc il est venu en France rejoindre une autre communauté qui était déjà existante dans ce pays pour travailler. Ils se sont installés en France et ils sont venus au bout du 3e enfant. Ils ont laissé un enfant à eux qui était décédé là-bas sur place en Espagne. Et quand un enfant, donc une jumelle qui est décédée au bout ouais c'est ça. Et cet enfant est resté là-bas et ils sont venus en France peu de temps après. Voilà, donc du côté de mon papa portugais, du côté de ma maman espagnole. Et donc c'est de ce côté de cette sphère-là que nous allons aller explorer les choses, parce que c'est de là que part le point de départ de mon histoire. Et on continue et on a encore changé de décor, et oui, parce que le temps passe, les jours passent, et j'ai plein de choses à faire à la fois. Alors, et quand l'histoire d'un pays conditionne tout un peuple, hein? T'es qui? Franco! Ça va, bonhomme? Ah oui,
avec bien certainement en soirée, hein. Ouais. En tout cas, j'avoue, j'envie son col. J'aime beaucoup le col de sa cape. Alors, Franco, qu'est-ce qu'il va faire là, celui-ci? Eh ben, comme je vous l'ai indiqué précédemment, ma famille, du côté de ma maman, c'est au travers de cette famille-là, de ce clan-là, dont je me sens le plus proche, et que pour moi, c'est de là où j'ai récupéré le maximum de mémoire, n'est-ce pas, à transmuter, à transformer, et à améliorer, bien évidemment, donc tous ces conditionnements à se détacher. Et donc, notre ami Franco, eh ben, dirigeait ce pays quand mes grands-parents ont vécu là-bas. Et voilà, il y a une grande partie surtout de l'éducation que ma grand-mère a reçue qui est grâce à toute ce conditionnement de peuple, n'est-ce pas, toute cette politique, je trouve pas mes mots, cette politique, ce lumineux personnage, n'est-ce pas, qui a régné pendant 40 ans sur ce beau pays qui sent le safran et qui sent la paella et le chorizo. Voilà, donc, alors, ça devait pas être quand même très très sympa, surtout pour nous les femmes, parce que notre ami Franco, il était pas très très fanat de la jambe féminine, cette espèce de sexe faible pour ce petit monsieur. On met là-dedans un peu de religion, on cherche le soutien du pape, on cherche le soutien de tout un tas de choses, on reste très conservateur, n'est-ce pas? Hein, comme un produit qui conserve bien les aliments dans une boîte. Surtout dans la tradition, hein. Oulala que oui, très dans la tradition, le nationalisme, l'antilibéralisme, tous les trucs en isme. Notre ami Franco, il aimait bien tout ça, et donc il a fait le choix de visser la féminine. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est qu'ils sont issus de cette souche espagnole et qui ne comprennent pas pourquoi elles n'ont peut-être pas forcément le droit de respirer, de vivre, d'avoir leur indépendance aussi bien financière, matérielle que professionnelle, je vous encourage à aller explorer du côté de conditionnement de vos grands-parents pour aller voir d'où ils détiennent leur éducation. Voilà, vous serez surpris, n'est-ce pas? Surtout que à un moment donné, il y a un petit truc à l'intérieur de moi qui m'a dit, Angélique, à partir du moment où une femme de ta famille a des enfants, elle perd son statut salarial. Voilà, quand on est une maman, on peut pas avoir un boulot en même temps. Ça, on dit merci à Francky, hein. Et donc voilà, donc le conditionnement d'un peuple, ça y fait énormément sur son éducation. Et donc bien évidemment, si vous avez des difficultés et que vous sentez qu'il y a une forme de racine très profonde qui est là, une espèce de terreau qui est là et qui vient un petit peu de ça, et que vous voyez que votre maman ou votre papa fonctionne d'une telle manière, que ses frères et sœurs fonctionnent pareil, ou comme chez nous, toute la même coupe de cheveux, tout le même métier, c'est qu'il y a un truc à aller chercher, et je vous encourage à aller fouiller du côté de l'éducation de vos aïeux. Alors encore une autre photo, l'héritière de la lignée féminine. Alors vous reconnaissez peut-être sur cette photo ma maman, mon papa, mon frère dans les bras de mon père, et moi, ce petit bout de saucisson là avec des cheveux, c'est moi dans les bras de ma mère, le jour de notre baptême, à mon frère et moi. Donc, cette photo pour illustrer quoi donc? Et je trouve qu'elle est marrante cette photo parce qu'elle représente bien, et c'est ce qu'on est en train de m'expliquer là-haut, Angélique, c'est pas fait exprès qu'on est en train de me dire. Mon frère est dans les bras de mon père, puisqu'il est le premier-né, et donc, quelque part, on peut se dire que c'est lui qui détient toutes les mémoires, enfin, du moins, à hauteur de sa propre responsabilité, les mémoires de la lignée paternelle. Et moi, en étant dans les bras de ma mère, je détiens les mémoires de la lignée maternelle. D'accord? Donc, je suis reliée à ma mère, à sa lignée, de par ma place, puisque je suis deuxième, mais aussi de par certaines formes d'affinité. Puis je suis une fille, on dit souvent qu'une fille est plus reliée à sa maman, le petit garçon à son papa, mais bon, c'est vraiment très généralisé. Mais effectivement, je suis reliée à ma maman, mais je suis aussi reliée à mon père, par certaines croyances. Mais lesquelles? Sur un plan plus matériel, notamment ma relation à l'argent. De par l'éducation que j'ai reçue et de par ce que mon père m'a montré et m'a dit sur la notion de l'argent, qui peut avoir de l'argent, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce que ça fait d'en avoir, qu'est-ce que ça fait de pas en avoir, et puis on l'a aussi vécu dans la matière. Mon papa a été à son compte et malheureusement n'a pas su se faire payer en temps et en heure par de nombreux clients. Au final, nous nous sommes retrouvés la clé sous la porte.
Et au final, nous nous sommes retrouvés dans une situation financière un petit peu difficile. Donc, mon papa m'envoie un petit peu l'information, quand t'es auto-entrepreneur, que t'es à ton compte, c'est pas dit que tu réussisses. Message reçu. Donc le boulot ici pour moi du côté de mon papa, c'est bien évidemment de travailler tout l'aspect matériel, matière et financier et réussite professionnelle. Et du côté de ma maman, c'est surtout remettre à sa place la féminine en tant que femme, mais en tant que mère et en tant que chef d'entreprise. Voilà. Donc, et il y a d'autres choses à explorer sur le féminin, mais c'est essentiellement là que se trouvent mes héritages familiaux. Pénétrons dans le vif du sujet. Les croyances limitantes. Ah, quel sujet, quel dossier quand même, hein. C'est quand même un gros dossier. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est quelque part un peu la base de tout. Parce que quand on est enfant, quand on est petit, nos modèles, c'est nos parents, nos grands-parents, les gens qui nous élèvent, nos professeurs, nos éducateurs. Ça peut être le curé du village à l'époque. Mais voilà, ce sont très souvent l'adulte qui apprend à l'enfant. C'est le cycle un petit peu qui veut ça. Hein. À part, des fois, il y a des enfants qui donnent des leçons aux adultes, hein, mais ça, c'est autre chose. Donc, vous avez une petite définition de la croyance limitante, savoir un petit peu ce que c'est. Et en fait, c'est pour vous expliquer que tout part de là. Et là, on va attaquer cette espèce de chapitre de savoir comment est-ce qu'elle s'installe, comment est-ce que je les identifie dans ma sphère de vie, et puis aussi comment je m'en débarrasse. Voilà, c'est sur ça que nous allons parler. Donc ça va faire partie de l'éducation, de notre façon de percevoir le monde, de notre façon de percevoir les identités des gens, c'est-à-dire la condition de la femme, la place de l'homme, qu'est-ce qu'une petite fille a le droit de faire par rapport à un petit garçon, qu'est-ce qu'une petite sœur a le droit de faire ou de pas faire par rapport à un grand frère, quels sont les privilèges de certains, quelles sont les choses que les autres n'ont pas. Ouais. Donc nous allons voir dans ce chapitre les croyances limitantes, parce que c'est de là que tout part, énormément de choses dans notre vie, et de par toutes nos limitations, comme son nom l'indique, n'est-ce pas? Parce que l'éducation nous transmet énormément de choses, et comme on l'a vu tout à l'heure, même le conditionnement d'un peuple, les doctrines, les règles que l'on donne aux gens, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Faut un laisser-passer pour aller regarder un film ou pour aller manger dans un restaurant, vous voyez de quoi je parle? Voilà, tout ce genre de choses, ça conditionne les gens. Quand on dit non, je te fais pas de bisous, sinon je vais te rendre malade. Vous voyez les enfants, comment on les éduque déjà, très jeunes. C'est merveilleux. Donc ne faisons pas n'importe quoi. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut se dire que ça c'est une croyance, comment l'identifier, puis surtout comment on s'en débarrasse. Alors ces croyances limitantes, vous avez vu le panel? À peu de choses près. Moi pour ma part, c'est un petit peu le truc dans lequel j'ai grandi. Ok? Voilà, la femme n'a pas le droit de gagner plus que son mari, par exemple. Elle n'a pas le droit d'oser faire les choses. Non, surtout tu touches pas à ça, tu sais pas faire. De créer, oh là, si, mais pas trop. Attention, hein, pas trop, parce que chez nous, les femmes sont très créatives, mais elles sont vissées indirectement, bien sûr, sans se rendre compte, parce que très souvent, c'est très inconscient. Hein, les hommes s'en rendent même pas compte, ils font ça normal, parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça. Elle a peut-être qu'un seul rôle, quelque part, c'est celui de s'occuper de son intérieur, d'accord, de sa maison. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où la femme a des enfants, il faut qu'elle reste pour s'occuper des petits. D'accord, faut s'occuper de la maison, faut s'occuper des cours, s'occuper de l'éducation des enfants. Donc ça reste quand même un petit peu de l'ancien temps, faut pas l'oublier. Alors prendre son indépendance, c'est très compliqué chez nous, dans notre famille. Beaucoup de femmes restent en couple, heureuses, pas heureuses. Alors ça, c'est pas facile de prendre le large, parce que quand on prend le large, on quitte le clan. Et donc automatiquement, tout le monde vous tourne le dos. J'en ai fait les frais. Mais voilà, c'est aussi envoyer, péter toute une lignée de femmes et complètement envoyer exploser tout un quelque chose, hein, parce que il suffit d'un petit maillon dans la chaîne pour envoyer péter toute une lignée et toute une chaîne longue. C'est surtout ça qu'il faut voir, ok? Et puis alors la réussite professionnelle. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais entendre, je voudrais que tu gagnes plus que moi, je reste à la maison pour m'occuper des mioches. Je dis pas non. Voilà, et on peut tout à fait tomber sur un conjoint où ça fonctionne comme ça, et moi je suis un peu dans ça maintenant et j'en suis très contente parce que c'est exactement voilà ce qui pourrait me correspondre, n'est-ce pas? Mais une croyance limitante, c'est quelque chose qui va aller à l'encontre de vos valeurs, parce que pendant des années par votre éducation vous avez reçu des valeurs, des informations qu'on vous a emmagasinées, d'accord? Donc vous avez des manières de faire, vous avez des conditionnements, et c'est ça en fait qui va faire que ça va devenir limitant pour vous, parce que dans votre tête, votre cerveau il va vous dire non,
Ça, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire du karaté. C'est interdit, t'es une fille. Manquerait plus que ça. Non, même si au fond de toi, t'as fortement envie de faire des arts martiaux, tu n'as pas le droit. Tu peux aller faire du pintou, habillé comme les tenues traditionnelles, faire de la danse traditionnelle et pourquoi pas de l'accordéon. Ça, t'as le droit, parce que ça, tes parents, ils disent, ouais, c'est ok, c'est pas très loin de la maison, ça peut passer. Mais sinon, s'il y a des choses un petit peu trop qui sortent de la norme et qui sont non conventionnelles, alors ça, non, ça c'est pas pour nous. Hein, alors on fait les mêmes études que tout le monde, papa, maman sont passés dans telle école, t'y vas, ton frère est passé là, t'y vas, certains font ce métier, ben tu fais le même, et puis surtout tu te tais. Si tu peux te trouver un bon parti, ça peut être pas mal, et puis avoir des enfants aussi, c'est ton rôle. Voilà. C'est en cela que les croyances limitantes sont faites et elles nous suivent tout au long de notre vie. Mais on peut aussi s'en débarrasser à partir du moment où on dit stop, ça suffit et non, j'en veux plus. Croyance à son point d'origine. L'origine de mes croyances. Alors, d'où est-ce qu'elles peuvent venir? Quand il s'agit de notre éducation, eh ben, ce sont nos parents qui ont reçu l'éducation de leurs parents et les grands-parents, de l'arrière-grand-parent, et bla, et bla, et bla. D'accord? Donc ma grand-mère, elle, maternelle, a été élevée dans une doctrine, dans une vision de la femme, on va dire, où la femme n'est pas forcément à son avantage, je dirais, et surtout pas dans le développement d'elle-même, dans le développement de que ce soit de son bonheur, que ce soit de sa créativité, dans le développement de la plus belle version d'elle-même, non, pas du tout. Non, la femme, à cette époque-là, est considérée comme une personne subalterne, deuxième, peut-être trois, voire même quatrième en partant du fond, et vraiment qui est là pour seconder, et encore seconder, c'est une place qui m'a l'air bien trop élevée, qui est essentiellement là pour s'occuper de la maison, des enfants, pour préparer le repas, pour sourire, pour faire semblant qu'elle est heureuse, tout ça, tout ça. Donc, c'est essentiellement le rôle d'une femme au foyer classique qui n'a qu'un seul droit, peut-être, c'est de se taire, ou du moins de ne pas trop avoir d'avis, surtout pas trop prendre de place, je pense, et surtout qui doit élever ses enfants, tenir sa baraque, on va dire, et préparer le repas et s'occuper de tout. Voilà, une femme au foyer, mais voilà. Donc ma grand-mère a été élevée comme ça et a élevé tous ses enfants, elle en a eu 11, un petit peu sur ce schéma-là. Donc ces petites filles avaient toutes leur rôle, le ménage, le machin. Puis comme me dit ma mère, le ménage c'est important. Donc c'est très très important de faire le ménage, c'est très très important de tenir son intérieur. Et ce que j'ai remarqué dans ma famille, en fait, c'est que même si les femmes ont été à l'école, certaines ont fait des études, même si elles ont eu des métiers, certaines ont fait de la coiffure, d'autres ont travaillé dans l'administratif, d'autres ont fait dans la vente, mais à partir du moment où elles ont eu des enfants, ça s'est complètement arrêté pour qu'elles ne se consacrent pleinement qu'à l'éducation des enfants et aux soins de la famille, de la maison et du foyer. Et elles n'ont pu prendre pour certaines qu'un travail que par la suite quand les enfants commencent à grandir, mais très souvent ayant pas de qualification, le travail reste un travail de service aux autres, par l'aide à la personne, et elles font toutes ce même métier, qui est le métier de l'aide à la personne. Autant certaines s'y retrouvent parce que ça leur plaît, autant certaines ne s'y retrouvent pas du tout, et ça ne leur plaît pas du tout. Donc ma grand-mère a transmis à ses enfants ce côté très maternel et ce côté très femme au foyer qui reste cantonné dans sa maison et qui surtout ne développe rien d'autre que sa capacité à passer le balai et à passer le chiffon en même temps sans oublier l'aspirateur, essentiellement ça. Et elle a transmis ça à ses filles qui ont transmis ça elles aussi au leur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, certaines de mes cousines, à défaut de dire toutes, ont toutes des enfants, très jeunes, restent toutes femmes au foyer, ne sont pas forcément très épanouies en matière de vie de famille, font toutes le métier de l'aide à la personne, même si elles n'aiment pas ça, elles le font parce que c'est pas loin de la maison, parce que c'est pratique, et puis parce que c'est le seul truc qui a pas forcément besoin de diplôme. Et moi j'ai essayé et je n'y arrive pas. Pourquoi? Ben parce que moi, mon rôle c'est de sortir de ce truc-là et de faire autrement. Donc ma mère me transmet à son tour ce qu'on lui a transmis quand elle était enfant. Et aujourd'hui, mon rôle c'est de sortir de ce truc-là, de faire complètement l'inverse. Alors, comment je me dépêtre de tout ça, moi, maintenant? Ouh là là là.
Je fais un gros travail sur moi, je prends conscience de différentes choses. Et il m'arrive une situation dans ma famille, je me dis je ne suis plus du tout en accord, avec les valeurs qu'on m'a transmises, avec ce que je vis aujourd'hui. Il y a des choses qui me plaisent pas. Je suis dans cette histoire de couple qui m'insupporte au plus haut point. Je suis malheureuse en ménage. Certes, j'ai un enfant. Oui, ça ne se fait pas parce que va en penser le village, que va en penser la famille, mais tu te rends pas compte. Sortir, t'as de l'argent, t'as une maison, de quoi tu te plains, tu vas pas, et comment tu vas faire pour t'en sortir, et puis t'es toute seule, et patati, et patata. Oui, mais moi, je suis pas heureuse en couple. Je suis pas du tout heureuse, j'ai une vie de pute. Voilà, on n'est que des colocataires, il se passe jamais rien, on peut plus se blairer. Donc on va peut-être pas rester ensemble, ça sert à rien. Moi, mes valeurs, elles sont plus en accord avec ce que mes parents m'ont transmis. Alors, ça me pète au cerveau, je conscientise. C'est là, la conscience, vous voyez, c'est à ce moment-là, quand vous conscientisez qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est déjà une première partie du boulot. D'accord? Ok, donc à partir du moment où il y a ce truc à l'intérieur de vous qui vous dit non, ça marche plus, il faut vraiment que tu passes à autre chose, vous avez tous les signes autour de vous qui vous disent mais c'est plus possible, ça peut plus durer, vous faites que vous engueuler. On va prendre l'exemple du couple, c'est plus pratique, plus classique aussi. Vous faites que vous engueuler, c'est une colocation, vous supportez plus, la belle de vous la plairait plus. Plein de trucs qui ça colle pas, et vous dites je veux pas d'une vie comme ça. Moi, ce que j'appelle la carte postale, la maison toute neuve avec le crépi, le chien, le tourane, le gamin, le crédit, vous n'en voulez plus. Donc on passe à l'action. Hey, on passe à l'action. On passe à l'action et on fait autre chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? On change de regard sur son histoire. On change de regard sur ce qui s'est passé. Alors je quitte une situation. Si jamais voilà, si je suis dans une situation de couple qui me plaît plus, je m'en vais. Si je suis dans une entreprise où je travaille comme un forcené et on ne m'écoute jamais et je ne peux jamais avoir ce que je veux, je ne suis pas à la bonne place, je n'en peux plus, je m'en vais, je quitte, je cherche autre chose, je prospecte à l'extérieur, je donne des CV à droite à gauche, je me rencarte, je me mets en action, je bouge, je fais quelque chose, je me sépare de ce qui n'est plus bon pour moi, que ce soit en matière personnelle, professionnelle ou autre. Je sors de ce que l'on appelle cette zone complètement connue qui nous emmerde. Et quand on se rend compte de toute cette énergie qu'on utilise pour rester dans un truc inconfortable, alors qu'en fait qu'on pourrait l'utiliser pour aller dans un truc qui nous correspond, je peux vous garantir d'une chose, c'est que ça vous change la life. Et c'est surtout qu'en fait, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où vous passez à l'action, je peux vous garantir qu'il se passe un truc dans l'univers, les portes s'ouvrent, c'est comme dans Interville, vous arrivez avec les vachettes, cette image, je sais pas pourquoi, et en fait, voilà, ça s'ouvre, vous allez trouver un nouveau boulot, une nouvelle maison, peut-être pas un nouveau mec ou une nouvelle gonzesse, mais il va se passer des choses et vous allez avoir un nouvel élan. Alors, il va y avoir des saudes inconfortables. Pourquoi? Parce que votre famille sera pas d'accord avec vous, ils sont inquiets pour vous, donc ils vont avoir peur que vous changiez les choses, que on va pas y arriver, et tu vas pas y arriver, et comment tu vas faire. Mais n'oubliez pas que si vous demandez conseil sur quelque chose qui vous turlupine à des gens qui n'ont jamais changé d'avis de leur vie, faut pas s'étonner si vous avez pas la bonne réponse. D'accord? Donc, faites appel à des gens complètement extérieurs à votre histoire, qui connaissent très peu de choses sur votre famille, juste pour avoir un regard complètement extérieur, des gens par exemple comme moi, des thérapeutes qui pourront vous aider à avoir ce que l'on appelle le discernement. Et c'est comme ça qu'on sort de ses croyances, en fait, de son conditionnement, en faisant quoi? En prenant conscience et surtout en passant à l'action. Alors je peux aussi utiliser le génosociogramme. Vous voyez sur cette image, c'est cette espèce d'arbre généalogique complètement élaboré qu'on utilise en psychogénéalogie de base. Ok ? Donc en fait, moi ce que j'aimerais vous faire un petit peu comprendre, c'est qu'il y a différentes techniques d'utiliser la psychogénéalogie. Moi je l'appelle, et je ne l'ai pas vraiment expliqué, mais la psychogénéalogie intuitive. Pourquoi? Parce que ce qui est rigolo, c'est vraiment de se poser en conscience et de regarder vraiment sa famille et son histoire. Pas forcément à l'écrit, mais simplement en se rappelant les souvenirs et en allant se connecter avec ce qu'on a vécu quand on était plus jeune. Alors, sur cette image, vous voyez le génosociogramme. Lui, il va nous aider à voir de manière écrite tout ce qu'on a pu noter comme indice en lien avec notre famille et avec ce qui nous intéresse. Les métiers, les dates de naissance, les dates de décès, les noms, les prénoms, les professions, les surnoms,
les lieux où on a vécu aussi, suivant ce que vous recherchez, suivant si c'est quelque chose plus en lien avec le professionnel, si c'est quelque chose en lien plus avec la façon de fonctionner, la personnalité, l'identité, si c'est un mal-être profond que vous avez, différentes informations vont pouvoir s'installer. Donc moi, quand j'ai fait mes recherches, en fait, je me posais la question de savoir pourquoi, en tant que femme, j'avais l'impression d'être complètement bafouée. Donc, je me suis intéressée un peu à ma famille et j'ai fait le génosociogramme, c'est vrai. Le génosociogramme, c'est sorti très rapidement, où le métier était tout le même, où les conditionnements étaient à peu près tous les mêmes et que le point d'origine, c'était l'éducation que la grand-mère avait reçue. Donc en fait, je me suis rendu compte que la femme n'occupait qu'une place de subalterne, même si ça, c'est quelque chose que j'avais compris depuis toute petite, c'est juste que je n'avais pas compris à quel point ça pouvait être important, d'accord? Qu'elle était au service de sa famille et qu'en fait, le principe, c'était de s'oublier parce qu'il fallait passer en priorité les autres, qu'elle occupait essentiellement un emploi que lorsqu'elle avait accouché, quelque part, il fallait d'abord s'occuper de sa famille, et après, si tu as envie de gagner un peu ta croûte, d'accord, mais par contre, tu fais un boulot au service aux autres, certainement pas reconnu, plutôt ingrat, et surtout mal payé. Surtout. Et bien évidemment, on n'a pas la réussite professionnelle, n'a pas accès à la valorisation de ses talents, et bien sûr, doit être dépendante de l'homme financièrement, parce qu'il n'y a que l'homme qui a accès au compte en banque et au chéquier. Surtout, c'est très important, d'accord? C'est en cela que d'observer sa famille, de connaître son histoire, de connaître les gens avec qui on vit et de voir comment ils fonctionnent, ça nous permet aussi de ramener les choses à nous et de voir, moi, dans mon histoire, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce que j'ai fait en copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, pour en arriver là, et qu'est-ce que j'ai été pioché dans ma famille, que je me suis ramené à moi et qu'aujourd'hui, c'est plus en accord et ça n'est plus du tout dans mes valeurs et j'ai complètement envie de changer. À partir du moment où vous avez fait le listing, et à partir du moment où vous avez compris ça, vous avez fait une partie du boulot parce que ça veut dire que vous avez conscientisé, les amis. Alors une fois que j'ai commencé un petit peu à identifier toutes ces choses qui sont autour de moi, qui je me dis c'est bon, ça j'ai compris ça, la place de la femme au milieu de l'homme, pourquoi c'est toujours elle qui se lève pour aller chercher le pain, pourquoi c'est toujours elle qui doit se lever et arrêter ce qu'elle est en train de faire pour aller servir l'autre, par exemple. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire les études qu'elle veut? Pourquoi est-ce que lui il a le droit de faire ça et elle n'a pas le droit de faire ça? Loin de moi l'idée ici d'un discours féministe, je tiens quand même à le rappeler. Pourquoi elle devrait moins gagner que l'homme sur le plan financier? Une fois que j'ai trouvé tout ça, je me dis bon, alors on part sur quoi maintenant, les amis? Une fois que j'ai tout ça, alors je fais appel à mon intuition. Une fois que j'ai tout ça, machin, j'ai conscientisé tout ça, ok. Alors il y a un travail à faire dans le subtil, on est bien d'accord, puisque on a affaire bien sûr à des blessures, à des conditionnements d'enfants. Donc il y aura des trucs à aller récupérer dans le subtil, dans l'énergétique. Donc on utilisera la voie intuitive pour ça, ok. Mais pour tout à chacun, déjà, vous qui êtes là en train de regarder cette vidéo, vous pouvez vous dire, mais Angélique, moi j'ai peut-être pas forcément les moyens de ça, j'ai peut-être pas forcément les mêmes capacités que toi, mais comment est-ce que je peux faire déjà pour faire ça? Eh bien mes guides m'ont dit, mais pourquoi tu ferais pas l'inverse? C'est-à-dire que si je suis une femme qui n'occupe qu'une place de subalterne, eh bien je pousse le mari, c'est moi qui prends le volant et c'est moi qui décide. Par exemple, d'accord? Si je suis une femme au service de ma famille, mais si on ferait un petit partage des tâches. Les enfants, c'est le planning. Le lundi, c'est toi qui t'y colles et le mardi, c'est toi qui t'y colles. Par exemple. Vous voyez, petit à petit. Si elle occupe un emploi tourné autour du service aux autres. Alors, on peut très bien faire un emploi autour du service aux autres, quel que soit l'emploi que ce soit, qu'on se dise, ben voilà, tu fais ce taf-là parce que c'est un taf alimentaire comme les autres. Oui, mais je peux aussi changer mon regard sur ce travail-là, en disant que c'est un travail peut-être qui est alimentaire et qui me sert pas à grand-chose, mais en travaillant avec ce boulot-là qui me permet quand même de gagner de l'argent, je peux mettre de côté de l'argent, faire une espèce de bilan de compétences pour savoir où j'en suis au niveau de mes valeurs, où j'en suis au niveau de mes capacités, et pouvoir enfin faire le métier que je veux. Alors je pourrais peut-être pas être archéologue, c'est vrai, mais je pourrais peut-être travailler dans un musée, ou je pourrais peut-être, je sais pas moi, être animatrice pour enfants, passer un CAP de petite enfance. Il y a toujours possibilité de faire quelque chose. À partir du moment où on arrive à être debout sur ses deux pieds, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas, d'accord? Et si je n'ai pas accès, comme là, n'a pas accès à la réussite, à la valorisation matérielle et est dépendante de l'homme. Mais on a aussi le droit de faire le point sur sa situation et de se dire qu'il y a des choses qui me conviennent pas, il y a des choses qui me plaisent pas, on est dans un mariage ou dans une relation de convenance où c'est lamentable, faut arrêter les conneries, la carte postale ça sert plus à rien, et bien on se serre la main, merci, au revoir, chacun chez soi, ça peut très bien se passer aussi bien sans les cris, sans les pleurs, et on n'est pas tous obligés de se séparer. On peut aussi s'asseoir autour d'une table, discuter et expliquer, ben voilà, moi j'ai envie de garder mon argent, moi j'ai envie de profiter de mon argent à moi, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Tout est une question de dialogue et on peut très bien trouver des solutions,
Mais à un moment donné, il faut aussi se mettre à l'action. Alors n'oubliez pas, essayez petit à petit de faire les choses pas à pas, brique par brique, et vous verrez, il y a des choses qui vont probablement se passer, il y a des choses qui vont bouger. Vous pouvez aussi vous faire accompagner, gardez votre argent pour vous faire accompagner, pour suivre une thérapie, pour vous améliorer, pour devenir meilleur, trouver de l'équilibre et sortir de vos conditionnements. Il n'y a rien de compliqué. Alors, pour ceux que ça intéresse, si on peut encore aller un petit peu plus loin pour faire un peu le parallèle entre ce qui se passe ici dans cette matière et ce qui aurait pu se passer dans nos anciennes vies. Alors, il y a des gens, ils y croient pas du tout à la notion de vie antérieure. Ils s'imaginent que c'est trop loin, qu'on ne peut pas avoir d'impact sur ce qui s'est passé avant sur nos anciennes vies, sauf que alors certains disent qu'à partir du moment où évidemment quand on s'incarne on a le voile de l'oubli, donc on a oublié tout ce qui nous est arrivé, mais il y a quand même une partie de nous qui voyage avec nous et qui est là. Donc en fait on peut essayer de faire un peu le parallèle entre nos vies antérieures et ce qu'on vit dans le présent. Moi je l'ai remarqué, pourquoi? Parce que j'ai vécu une expérience avec une chamane, je partage ça avec vous aujourd'hui, où en fait, voilà, j'avais envie d'aller explorer ce truc-là, ça faisait un petit moment que ça m'appelait, et je voulais un petit peu essayer de comprendre mon lien par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance financière. Et donc en fait, elle m'a raconté cette histoire, elle s'est connectée à mon âme. Alors c'était marrant parce que c'était une date extrêmement précise, le rendez-vous avait été annulé entre-temps, et j'avais eu le message une nuit en rêvant comme quoi le rendez-vous était annulé et décalé de plusieurs jours, il fallait que ça tombe pile poil en alignement avec une nouvelle lune pour que le rendez-vous puisse arriver. Et en fait, quand je lui explique ça, elle me dit que elle m'a expliqué qu'en fait le rendez-vous était noté un petit peu dans mon contrat d'âme, un petit peu cet alinéa à un moment donné, voilà, alinéa 7, page numéro 8, Angélique va rencontrer cette dame qui va lui filer un gros coup de main pour essayer d'avancer un peu sur son chemin. Et donc en fait elle m'a expliqué que dans ses vies antérieures nous avons deux rôles, nous expérimentons à la fois, on va dire le bon et le mauvais, même si on peut pas parler comme ça, on va dire qu'à la fois on est acteur et à la fois on est victime. Acteur c'est celui qui met les coups, victime c'est celui qui les reçoit. Et donc là, moi ce qu'elle m'avait dit et ce que moi j'avais aussi ressenti, et c'est des choses que j'arrivais à retrouver un petit peu dans ma vie d'aujourd'hui, c'est que quand j'étais un homme, j'étais méchant, pas sympa, pas très commode, j'étais acteur, je mettais les coups, et quand j'étais une femme, j'étais toujours victime. Mais elle a toujours, j'ai toujours vécu des choses atroces. Et où j'étais dans une famille où j'étais très aisée, et donc là bien évidemment je tombais toujours sur des hommes fumiers, où j'ai vécu la vie d'une Amazone par exemple, une des premières vies que j'ai vécues ça aurait été la vie d'une Amazone, où j'ai tenu l'homme un petit peu en laisse sous une joue un peu très égotique. Et ça, c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé, parce que moi, j'ai travaillé dans le travaux public, par exemple. J'ai travaillé avec des hommes pendant des années, et c'est le parallèle que j'ai fait. Bon, la chamane m'a regardé, elle m'a dit « Ah oui, effectivement, on peut bien évidemment l'associer de cette manière-là. » Ensuite, elle m'a parlé que j'étais une princesse perse, où j'ai été fille unique du sultan, beaucoup d'argent, vivais dans un palais, très grande danseuse, très belle, et en fait, j'ai été enlevée par un homme, et cet homme m'a enlevée, m'a amenée dans son harem, j'ai été la première de ses femmes, j'ai vécu des trucs épouvantables, vous vous imaginez bien, dans un harem, et c'est surtout que à cette époque-là, il existait des dots, mais moi j'ai été enlevée, donc en fait, ma dot n'existe pas, donc je me sentais sans valeur. Et c'est vrai que dans ma vie d'aujourd'hui, j'ai des sensations parfois de n'être qu'une merde et d'être sans valeur. Donc c'est un petit peu ce truc-là. Je l'ai remarqué notamment quand j'ai eu la séparation avec le père de mon enfant, où j'ai vraiment senti que ma voix n'était pas entendue, que je n'étais pas considérée et que je n'avais pas le droit de vivre, d'exister ou d'aspirer, ou de respirer ou même d'aspirer à quoi que ce soit. Et ensuite, victime de violence, bien évidemment, par les hommes. J'ai vécu... Alors, dans l'expérience, on partait sur une autre vie où là, je me retrouve aux États-Unis, où je suis un homme, par contre, parce que je me dis, quand même, j'ai expérimenté la femme, c'est pas sympa, je vais l'expérimenter l'homme. Et l'homme, c'est encore moins sympa parce que je suis très violent, je mets des coups, j'ai une autorité, et j'ai ce côté très autoritaire, très carré, très énervé, très en colère. Et ça, c'est une facette de moi qui arrivait de temps en temps à émerger et que je trouvais vraiment très désagréable et qui me faisait beaucoup de peine. Et donc, je me suis rendu compte que ça venait de là. Donc, déjà, en le conscientisant, je me dis, d'accord, donc toi, mon pépère, on va te mettre de côté, on vient
viendra discuter avec toi de ces 4. Et enfin, la dernière vie que j'avais visitée, c'était celle où j'étais un bébé abandonné dans les poubelles en Angleterre au XVIIIe siècle. Ma maman avait été agressée sexuellement par un monsieur pas très sympa, donc enfant issu d'un viol. Donc je suis récupérée par une femme qui n'a pas d'enfant, mais qui bien évidemment n'a pas d'instinct maternel, mais me couve de cadeaux. Mais moi, je pars du principe que l'argent ne fait pas le bonheur, puisque j'ai un manque affectif profond de ma mère, et que cette femme ne peut pas me donner puisqu'elle n'a pas d'instinct maternel. C'est pas pour rien qu'elle n'a pas pu avoir de bébé. Et c'est en cela que j'ai fait le parallèle sur ma difficulté aujourd'hui à me contenter de la matérialité, à pouvoir ne serait-ce qu'y accéder au point d'en vomir. Voilà. Donc ça vient de là. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est que vous voulez aller encore un petit peu plus loin dans toutes vos croyances et vos adversités, allez explorer les vies antérieures. Il y a des choses à faire. Et on peut bien évidemment ensuite aller récupérer, aller retourner vivre ses vies antérieures, aller discuter un peu avec ces gens-là, aller récupérer une forme de pardon et aller réinstaller des choses. Grâce au subtil et grâce aux soins par la voie intuitive, on peut faire énormément de choses. Alors en fait, au bout d'un moment, on se rend compte, une fois qu'on a fait un petit peu toutes ces recherches, on va se rendre compte qu'on va partir un petit peu à la recherche, ou du moins il y a quelque chose qui va venir à nous, dans toute cette prise de conscience de notre famille, de notre positionnement dans notre famille et de tout ce qui peut nous appartenir. On va essayer de comprendre comment on fonctionne, on va essayer de comprendre notre identité, mais surtout on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait là finalement. Qu'est-ce qu'on fait sur cette planète? Et donc en fait surtout, qu'est-ce que je fous dans cette famille? Pourquoi je vis cette incarnation? Et donc l'objectif quelque part, c'est de trouver sa thématique de vie. Ou alors sa thématique aussi, on appelle ça de famille. Et moi en fait, en questionnant un petit peu mes guides, en laissant installer à l'intérieur de moi ces écoutes, ces connaissances par le canal intuitif, hein, je suis là, alors vous pouvez essayer de le faire, vous faites bien votre ancrage, vous vous laissez poser, vous êtes entouré de votre guidance, ils sont toujours avec vous, même pour ceux qui n'y croient pas du tout, généralement c'est ceux-là à qui c'est mieux connecté. Et donc vous leur demandez, montre-moi quelle est ma thématique de vie. Et en fait, il y a quelque chose qui est venu comme ça un petit peu sous le sens, et j'avais eu la confirmation avec cette chamane, comme quoi c'était d'incarner cette fameuse vérité du féminin. Et c'est en fait, par le mot vérité, on entend le mot identité, d'incarner la féminine que je suis. Autant la femme dans ma famille a été un petit peu cachée, a été mise à l'écart, autant aujourd'hui on me demande de monter sur scène, d'avoir mon nom inscrit partout, de m'exprimer, de parler, de me montrer, d'arrêter de me cacher et surtout de faire l'opposé de ce qu'ont fait ceux qui passaient avant moi. Donc c'est la réussite dans tous les domaines, c'est la mise en valeur de toutes mes capacités, de tout ce que je peux proposer, c'est ne plus subir cette espèce de joug patriarcat sans même qu'il y ait eu de maltraitance ou quoi que ce soit, mais simplement de se sortir de ce sac à dos de lourdeur du patriarcat que j'ai porté, qui appartenait à ma famille, où moi je n'ai pas forcément subi tout ça, je l'ai vécu d'une autre manière, sous un autre angle, par exemple par la sphère professionnelle, de pouvoir acquérir une forme d'indépendance dans tous les domaines, de sortir de tous les conditionnements de famille très lourds qui pouvaient être en lien avec la féminité et le fait que le féminin ait été caché, et devenir un exemple de réussite pour les autres, qu'au travers de mon parcours, les gens puissent se dire « Ah ben voilà, moi c'est un truc comme ça que je voudrais essayer ». Par exemple. Donc si vous aussi vous voulez essayer de découvrir votre thématique de vie, votre thématique de famille, et je peux vous garantir que certains vont chercher vraiment très loin. Alors d'autres appelleront ça le chemin de vie, hein. Bon, pas trop, voilà. On lui donne le nom qu'on veut. Moi j'aime beaucoup le côté thématique de vie. Ça peut être simplement changer son regard, changer son fusil d'épaule, changer sa façon de voir le monde, ou simplement savoir dire non. Tout simplement. Donc écoutez, je vous laisse explorer, essayez un petit peu de trifouiller au travers de votre famille. Qu'est-ce qu'il peut en être? À votre avis, quelle peut être votre thématique de famille à vous? Et voilà, j'espère que ce diaporama vous aura fait plaisir, les amis. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas quelque part de recette miracle. Il y a énormément de choses qui passent par la prise de conscience. Alors en fait, si vous voulez, souvent je rencontre des gens qui me disent, oui, mais il y a bien un truc à faire, il y en a qui font des rituels, il y en a qui font des choses comme ci, il y en a qui font des choses comme ça. Moi, j'ai envie de dire, allez, dirigez-vous vers quelque chose qui vous résonne, vers quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous rassure. Si pour rassurer votre cerveau, il faut poser une bougie neuvaine, par exemple, faire, je sais pas moi, mettre de la sauge partout, faire ci, faire ça, pour libérer quelque chose, faites dans ce fonctionnement-là. Mais dites-vous bien que, quand vous trouvez une personne, j'allais dire une personne comme moi,
qui discute avec vous et qui vous fait prendre conscience de différentes choses, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous, en fait. Il y a un truc qui, pouf, qui lâche. Et en fait, très souvent, c'est de ça qu'on a besoin. De lâcher dans l'inconscience qui ne nous convient plus. Alors oui, c'est vrai, à un moment donné, des fois, en posant les mains, on arrive plus facilement à faire certaines choses, par l'énergétique, à aider certaines choses, et patati et patata. Mais je peux vous garantir que par expérience, je le sais, et je le vois au travers des personnes que j'accompagne, certaines, elles arrivent à se débloquer toutes seules, rien qu'en me disant « Ah, mais c'est pas bête ce que vous dites. Ah, ça me revient. » Vous voyez? Et ce qui se passe, donc, des fois, il peut arriver pendant la séance, qui est un soin qui se fasse en direct, et c'est surtout que des fois, le lendemain, il se passe un événement et ils pensent à moi. Et quand ça se passe comme ça veut dire qu'ils ont été dans la bonne direction et que ça a fonctionné, que la prise de conscience qu'ils ont eue a fonctionné. De quelle manière est-ce que vous aimeriez être accompagné? Vous savez, cette espèce d'accompagnement sur mesure. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé mon travail d'éveil, mon travail de guérison, de transmutation, je sais pas quel nom on peut lui donner, j'arrivais pas à trouver quelque part thérapeute à mon pied. On va le dire comme ça. Et du coup, j'ai toujours voulu être accompagnée par quelqu'un, et la plupart du temps, les guides m'envoyaient vers les pires personnes qu'ils soient, l'air de dire, Angélique, tout est à l'intérieur de toi. Et j'ai fait un gros travail personnel, seul, de manière solo. Beaucoup. J'ai beaucoup lu. J'ai expérimenté des choses beaucoup par moi-même et par la lecture et j'ai fait mes propres prises de conscience et c'est toute seule comme une grande fille que j'ai réussi à libérer énormément de choses. De quelle manière est-ce que vous aimeriez que quelqu'un vous accompagne? Qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux? Est-ce que vous arrivez à trouver quelque chose qui vous corresponde ou qui vous va, chaussure à votre pied, thérapeute à votre pied, en matière de soins, en matière d'accompagnement? Est-ce que je ne pourrais pas intervenir dans votre histoire et vous aider un petit peu à ce réajustage, à ce rééquilibrage? N'hésitez pas à me raconter votre histoire, à me donner votre point de vue, votre regard et votre avis sur ce que vous venez de vivre avec moi. Soins du corps et de l'âme @gmail.com. Angélique, psychogénéalogie intuitive, c'est Bibi, c'est ma marque de fabrique. Vous la trouverez sur YouTube. Vous trouverez également sur Facebook et vous me trouverez sur Instagram, Angélique Ferreira 46. N'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous, ne serait-ce que pour échanger et pour discuter et pour savoir un petit peu si je peux vous aider et éclairer votre chemin. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce, un abonnement. Des fois, ça fait pas de mal. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!